Le son hyper réel en concert est déjà là. Mettez votre casque car je vous plonge dans la technologie ELISA de L-Acoustics. Sur cette chaîne, je vous ai fait découvrir des systèmes son tous plus fous les uns que les autres. Des sonorisations professionnelles, des sound systems faits maison, des studios de musique, des chaînes hi-fi et même un système de L-Acoustics, le L2, ce lineré du futur capable de projeter le son dans une seule direction. Mais tout ça, au final, ce ne sont que des enceintes et des amplis. Et ce que je vais vous montrer ici est radicalement différent. Là, on parle d'une vraie rupture. Il s'agit d'une technologie d'audio spatialisée hyper avancée et orientée pour le live. C'est pas la première fois que je vous parle d'audio spatialisé sur cette chaîne, mais là, on est sur une technologie déjà en place dans l'industrie. Car ELISA, c'est pas juste une lubie de quelques passionnés, c'est aujourd'hui une référence dans l'industrie du spectacle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec des termes simples et clairs les ressorts techniques de ELISA, comment ce système permet de créer une scène sonore d'un niveau de détail impressionnant, nous donnant le sentiment de plonger dans la musique, et puis en quoi ça transforme la manière de mixer pour même faciliter cette étape du mixage. Et pour que vous puissiez comprendre ce que ça change vraiment à l'écoute, je vous ai enregistré toutes mes démonstrations en binaural avec des micros spécialisés placés dans mes oreilles. Alors mettez votre casque, au moins pendant ces moments de démonstration, pour reproduire l'immersion sonore que j'ai vécue. Pour ce reportage, je me suis rendu chez TMS, prestataire technique audiovisuel basé en Suisse romande, qui réalise depuis de nombreuses années des configurations en ELISA et qui s'est récemment équipé d'un showroom dédié. Je tiens à les remercier chaleureusement parce qu'ils sont le sponsor de cette vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse avec Ben qui nous raconte l'histoire du son live et comment ELISA fait suite à presque 100 ans d'hégémonie de la stéréo. Bon visionnage. Il faut savoir que la sonorisation dans les années 60, ça n'existait pas. Et c'est à cette époque-là qu'en fait, il y a eu les premiers gros concerts d'importance, que ce soit dans des stades, etc. Et voilà, à l'époque, au niveau sonorisation, on n'avait pas grand-chose. C'est-à-dire on avait des enceintes qui pouvaient porter à quelques dizaines de mètres, mais pas plus. Donc là, on les voit en bas à droite, c'est ça? Ça, c'est la sono du Exactement, public. ça, c'est la sono. Okay. Donc clairement, comme vous pouvez le voir, ce jour-là, personne n'a entendu les Beatles, je pense, dans le stade, à part peut-être les agents de sécurité. Ok. Même au niveau des consoles, c'était des consoles qui pouvaient aller 14, 16 pistes maximum. Au niveau amplification, c'était des amplifications de l'ordre de 100, 150 watts par channel. Enfin voilà, il y avait un vrai problème quantitatif. Sauf que au niveau grand public, on était déjà en vinyle micro-sillon, donc en stéréo. Ouais, déjà dans les années 60, la déjà stéréo, il faut savoir que le concept de la stéréo a plus de 100 ans. Les années 80 ont vu un immense bond en avant au niveau de la sonorisation, avec des grosses consoles analogiques qui pouvaient arriver pour certaines à 64 pistes, des amplis qui pouvaient arriver assez facilement à 1000 watts par canal, et des systèmes point source, comme on le voit là, des gros systèmes point source qui, même si au niveau couverture c'était pas très homogène, ça avait l'avantage de pouvoir envoyer de la puissance à tout le monde. Donc là on commence à faire des gros concerts de stade et on entend le son quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Dans des conditions pas forcément optimales, mais tout le monde a du SPL, quoi, de la pression en tout cas. Et au niveau grand public, le CD audio qu'on connaît tous, 16 bits, 44.1 kHz, toujours en stéréo. Et actuellement, où est-ce qu'on en est? On a des consoles digitales qui nous permettent des centaines d'inputs. On a des amplis comme ici le LA716 de l'Acoustics qui a des puissances incroyables, c'est 16 fois 1300 watts par ampli. On a le L2, tu as fait un reportage sur le L2, oui, qui est clairement un des meilleurs systèmes ligne source actuelle au niveau de cohérence de front d'onde, etc., qui permet d'avoir un rendu très très homogène même sur des grosses audiences. Et malgré tout ça, même sur des grandes scènes comme ici, la grande scène de Coachella, le facteur limitant, c'est la stéréo. Et on parle de stéréo, mais il faut savoir qu'en live, on est bien souvent
plus proche du pur dual mono que de la stéréo. Donc là, un petit comparatif justement entre une scène équipée avec un système stéréo traditionnel, comme on connaît avec les subs au sol, des infill, frontfill, etc. Et une grappe de lignes sources de part et d'autre de la scène. Et sur l'autre image, un déploiement ELISA, ce qu'on appelle frontal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de système surround, etc. C'est que des haut-parleurs en ligne, dans le cadre de scène et en extension de part et d'autre de la scène. Donc justement, parlons un peu de ça. Le déploiement minimum d'un système ELISA, pour que ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle le système scène, c'est-à-dire c'est 5 points de diffusion. Ok, donc c'est les 5 grappes qu'on voit devant, pas celles sur les côtés, les 5 vraiment. Ouais, les 5 qui sont au niveau des musiciens, justement. Et c'est là un peu la première subtilité, on va expliquer dans la vidéo, mais il faut savoir que ELISA, c'est pas forcément mettre des enceintes tout autour de soi et envoyer plein de trucs derrière, devant, au-dessus, etc. Juste 5 enceintes devant, on a un système ELISA et on a un vrai intérêt. On a un vrai intérêt rapport à juste mettre 2 grappes. Ouais, une immense plus-value par rapport à de la stéréo déjà. Ok. Et tu le dis, on m'a dit tout à l'heure là, donc la zone spatialisée, la zone où on a de la stéréo en tant que public, c'est 18% du public, c'est ça? Ouais, c'est en général entre 15 et 25% de l'audience qui est dans cette espèce de triangle magique où en fait ils sont à équidistance des 2 points de diffusion gauche et droite. Okay. Parce que si on est un peu trop d'un côté, en fait, la différence de volume entre l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite, elle est trop grande pour en fait qu'on entende la gauche et du coup on n'entend qu'une grappe, une banane. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, le problème de ça, c'est par exemple, vous voyez un chanteur lead qui est au centre, et dès qu'on sort de cette zone de diffusion centrale et qu'on n'entend plus qu'un des systèmes, on va entendre ce chanteur que d'un côté. Et de même, quand on sort de cette zone centrale, il y a une différence temporelle, c'est-à-dire entre ce qui arrive à nos oreilles du côté gauche et du côté droite, qui fait qu'on va avoir de l'interférence, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle du filtrage en peigne, c'est-à-dire qu'il y a certaines fréquences qui vont s'additionner et d'autres se soustraire, et on va perdre des informations. Alors qu'en ELISA, imaginez que le chanteur lead, par exemple, qui est au centre de la scène, va être diffusé que dans le point de diffusion central du système, et du coup, il ne sera pas interférent, ce sera du mono. Et ça, je dirais que c'est la principale plus-value de ELISA, c'est cette espèce de pureté de phase des sources qu'on arrive à obtenir qui est assez impressionnante. Ok. Et alors, si on n'a qu'une seule source comme ça, le chanteur, on le place dans ELISA, comment ça se fait qu'on arrive à le placer? Il est envoyé sur les 5 enceintes, mais pas au même moment, c'est ça? Alors, il n'est pas envoyé aux 5 enceintes, il est envoyé purement au centre si on le place au niveau de diffusion centrale. Ok. Donc ça, c'est une différence, par exemple, de ELISA par rapport à d'autres systèmes immersifs d'autres marques qui, eux, utilisent de l'effet AS et une matrice gain-délai, par exemple. Donc, lui, si on place un élément que au centre, il va être diffusé que au centre. D'où cette pureté de phase. Ok. Allez, petite pause pour compléter ce que dit Ben et puis expliquer d'où venait ma question. En fait, il existe plusieurs techniques différentes pour spatialiser le son. Ces technologies sont plus ou moins complexes, basées sur des décalages temporels ou pas, et sur un nombre d'enceintes plus ou moins élevé. Avec ELISA, on est en réalité sur un mélange de plusieurs approches, mais ce que Ben explique, c'est que le cœur du système reste finalement assez simple. Sur la façade avant, ces fameuses 5 enceintes principales dont on a parlé, on est surtout sur une gestion de niveau. Si le bassiste est tout à gauche, vous l'entendrez que sur l'enceinte de gauche. Et si le chanteur est légèrement décalé du centre vers la droite, son signal sera réparti entre les enceintes correspondantes. Alors, rien de très complexe donc, mais cette simplicité, c'est aussi ce qui fait que ça sonne si naturel et que ça respecte les diverses contraintes du live, comme la latence. Ça se complexifie quand on rajoute des enceintes en surround ou en élévation, ou quand la source se déplace, et c'est là que L-Acoustics a ses petites recettes secrètes pour que ça sonne le mieux possible, tout en restant dans une latence assez faible pour le live. Et si on envoie une stéréo, c'est-à-dire j'envoie ma musique en stéréo là, dans un ELISA, comme ça dans une façade de 5, qu'est-ce qui se passe? C'est mieux qu'avec 2 grappes? Alors, il y a moyen d'accueillir avec ce qu'ils appellent le stéréomapper chez L-Acoustics, qui en fait va décomposer ce signal stéréo et surtout recréer un peu un centre.
Donc ce sera mieux d'écouter de la stéréo sur un système ELISA au niveau de... Ça va recréer ce centre qui manque souvent en stéréo. Donc même les gens à droite, dans le public, là, ils vont quand même sentir qu'on a un son stéréo qui sort, quoi. Ouais. Et il faut savoir qu'un des prérequis au niveau déploiement système, pour les systèmes ELISA, c'est que chacun des points de diffusion couvre l'intégralité de la zone ELISA. Donc généralement, on arrive à couvrir à peu près 90% de l'audience de cette zone ELISA, et du coup d'avoir, où qu'on soit dans ces 90% de l'audience, d'entendre les choses là où elles sont placées en fait. Ok, donc les bananes là qu'on voit devant les 5 là, en fait, elles sont pour tout le monde et du coup elles diffusent vraiment large, quoi. On les met vraiment large. Oui, et on les azimute aussi un petit peu, histoire que ça couvre, qu'on ait le meilleur taux de recouvrement entre chaque grappe. On continue ? Continuons. Parce que là, on a parlé un peu, voilà, j'ai dit j'envoie un stéréo dans le système. Ouais. Et ELISA, on peut aller beaucoup plus loin et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que on remet vraiment en cause la façon de mixer traditionnelle, enfin en tout cas de voir les enceintes comme des channels tout simplement. C'est ça. Alors il faut savoir que ELISA, si on fait du mixage objet pur, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par des groupes, etc. Alors c'est quoi un objet ? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un objet audio. Un objet, c'est une source audio qu'on peut déplacer dans l'espace, donc en panne, mais aussi en élévation, si on a des enceintes au plafond comme c'est le cas ici. Et aussi, on a un facteur de distance. Donc on peut éloigner les sources, plus ou moins, et recréer vraiment une dimension qu'on n'a pas en stéréo, ou en tout cas qu'on n'a pas sans un travail donné, c'est-à-dire un travail d'EQ, un travail d'effet, etc. Ok, donc on est dans le domaine du virtuel, on les place comme ça dans un environnement virtuel, ces sources, et ensuite le système, il va l'interpréter, il va dire, bah, tiens, ça c'est à gauche, donc je vais le mettre un peu à gauche. Exactement. C'est plus la musique qui dit, la guitare elle est à droite dans le morceau, bah, ce sera toujours dans le channel de droite, là, on s'adapte à l'environnement et au système, quoi. Et tout le calcul qui est fait pour savoir qu'est-ce que de ces objets, selon la position, est envoyé à quelle enceinte, est fait par un processeur qui s'appelle processeur ELISA. Donc ça, c'est la boîte magique. Ça, c'est le cerveau du système. Donc ça, c'est la version 2, la dernière version en date de ce processeur, qui est un objet assez incroyable. 96 inputs jusqu'à 128 outputs. Et tout ça à moins de 3,2 millisecondes de latence. Ok, oui, parce qu'on est en live là, donc on est en live, donc il y a des contraintes de latence qui sont assez strictes en effet. Là, on parlait vraiment technique, ce que c'est un objet audio, etc. Mais on verra que sur le son, c'est quand même assez incroyable. On change vraiment la séparation des instruments, moins d'effets de masquage. Et donc ça, c'est pour la face avant. Et en plus, on peut en mettre un peu partout autour de soi si on a envie. C'est bien que tu parles de la séparation des sources, parce que c'est aussi quelque chose que, vu qu'on place nos sources dans des arrêts différents au niveau de la diffusion, et cette séparation des sources, elle est induite. C'est-à-dire qu'habituellement, on a l'habitude de faire justement des cuts, un gros travail d'EQ, etc., pour mettre des sources en avant, d'autres plus en arrière, etc., de prioriser comme ça. Et là, on a cette séparation qui est induite par le fait qu'on place les sources à des différents endroits. Ça, c'est un point important. Un autre point important aussi, c'est la fatigue auditive. Ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte avant d'avoir assisté à un concert en ELISA. En fait, c'est quand on est d'un côté, notre cerveau doit faire tout le travail de dire « Ok, la chanteuse qui est au centre de la scène, c'est la dame que tu entends chanter ici à gauche. » Et doit refaire tout ce travail pour remettre ensemble ce qu'on entend et ce qu'on voit. Et en fait, ce travail, c'est quelque chose on ne s'en rend pas compte, mais qui nous fatigue beaucoup. Alors que quand on assiste à un concert ELISA, en fait, notre cerveau, il travaille de la même manière qu'il travaille dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire j'entends un son là, c'est qu'il y a quelque chose ici. Et c'est assez marquant parce que, par exemple, nous, on travaille pas mal dans le jazz, c'est vrai que quand un musicien commence un solo, ça nous tire direct l'œil vers lui, chose qu'on n'avait plus en stéréo. On a même eu des cas de figure, nous, où il y avait des groupes qui étaient en retard parce que leur avion était en retard. Donc soundcheck très très court, beaucoup de back vocal. Et en fait, on aurait eu notre casque sur les oreilles tout le temps pour savoir quelle voix était trop fort, quelle voix était pas assez fort dans le mix. Alors que là, on était là, ok, lui, il est pas assez fort, elle est trop forte, etc. Et puis c'était vraiment, ça facilitait beaucoup les choses.
C'est vrai qu'il y a un gros travail de démystification à faire par rapport à ça, parce que plein de gens imaginent que mixer en ELISA, c'est très compliqué, alors qu'en fait... ça facilite la vie. Ça facilite la vie. Surtout, on arrive plus facilement à un mix de très bonne qualité. Plus facilement qu'en stéréo. Et après, on peut surtout arriver à des rendus de mix qu'on n'aurait jamais imaginé avec ce système. Trop bien. Ouais, une autre chose aussi en LISA, c'est qu'on peut se permettre de panner les sources de manière libre, chose qu'on ne peut pas faire quand on est dans un setup stéréo ou plutôt dual mono, parce que, comme je vous l'ai dit avant, les mix sont en grande partie, en tout cas pour tous les éléments clés, en dual mono. La raison pour ça est simple, c'est que dans une grande audience, si on panne un élément à gauche, eh ben, toute la partie de l'audience qui est de l'autre côté va perdre cet élément, ou en tout cas ne pas l'entendre au bon volume dans le mix. Alors qu'en ELISA, on peut se permettre de panner librement les éléments. Et tant qu'on est dans la zone ELISA qu'on a définie au niveau du design du système, eh ben, il n'y a pas de problème. On va localiser les choses là où elles sont, au bon volume. Je vous propose d'illustrer ça par un petit exemple audio. Il n'y a rien On va faire ça. Rien qui parle plus qu'un exemple audio. Donc ouais, c'est de l'opéra et on va passer de ELISA à stéréo plusieurs fois, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Super. Je sais pas si ça a mis en évidence ce dont je parlais avant, mais... Alors sur la stéréo, un peu moins que d'autres morceaux rythmiques, etc. Mais là, on est sur du symphonique, il y a vraiment une ambiance et des cordes qui sont censées être derrière. Ouais. Enfin moi en tout cas, je les entendais derrière en ELISA. Puis en stéréo, tout est un peu au même plan. Ouais. Est-ce que j'entends la même chose que toi ? Oui, moi je trouve que c'est surtout frappant dans cet exemple-là au niveau de la voix. La définition de la voix quand elle est juste au centre. C'est vrai que là, il y a un côté, elle est là, elle est proche. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très très précis. Une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est que dans les diffusions ELISA, on est en général entre 4 et 6 dB moins fort qu'en stéréo. Et ça, en fait, la raison de ça, c'est juste qu'on est plus efficace et donc on a moins de champs diffus, c'est-à-dire de fréquences qui sont envoyées en fait et qui créent du champ diffus avant même d'arriver à nos oreilles et qui se détruisent par interférence avant de nous arriver. En fait. Ok. Et ben en Suisse et en France où on a une réglementation un peu stricte, ça mange pas de pain, ça c'est cool. Ouais. Non, ça c'est quelque chose aussi qu'on se rend assez vite compte. C'est-à-dire que moi, il y a pas mal de gens que j'ai accueillis en festival qui regardaient le décibelmètre qui disaient il est pas calibré ton truc. Puis j'étais si il est calibré, mais on est un peu moins fort à rendu égal en ELISA. Incroyable, trop bien, trop bien. Et ça alors du coup, enregistré, comment on enregistre ça c'était enregistré comment ? On a une prise, enfin est-ce que tu le sais, est-ce qu'on a une prise sur la voix ? Je sais pas, mais disons je pense que c'est plutôt au niveau du mixage que ça a été mixé, un mixage en stéréo et un mixage objet ELISA dédié. Ok, là on n'a pas rapatrié le ELISA sur un mode stéréo. Non, là c'est un de l'objet pur. Ouais. Ok, donc ça veut dire que c'est un mixage stéréo qui a été bien fait, quoi. Enfin ils ont fait pour la stéréo, donc là c'est un super exemple de ce que peut faire le ELISA. Ouais, le mixage stéréo est déjà très très bien. Ouais. Trop bien. Alors, du coup, là, on est vraiment sur de l'audio spatialisé. Moi, j'adore ça. J'ai déjà fait des reportages sur ça. Mais là, c'est peut-être la première fois où j'en fais sur le live. Et du coup, on n'est pas là juste pour impressionner. Il faut que ça marche. Il faut des outils. Et du coup, là où l'acoustique est assez forte, c'est qu'on a donc cette boîte magique là, plein d'enceintes. Et puis, il y a d'autres outils pour pouvoir contrôler tout ça. Oui. Alors là où l'acoustique sont fait les choses très bien, c'est qu'en fait,
toute la chaîne sont qu'avec des logiciels propriétaires à eux, du design system avec leur logiciel SoundVision, en passant par ensuite Ela Network Manager pour la calibration du système, etc. Et ELISA Controller, donc, qui est le logiciel qui permet de contrôler le mixage objet et d'envoyer les données au processeur. Tout est fait en interne. Donc il faut savoir aussi qu'il y a d'autres fabricants qui sont associés à L-Acoustics pour, notamment, on parle de la fonction DeskLink, qui est une fonction qui permet de contrôler, de piloter ELISA Controller depuis certaines consoles. Donc on peut avoir une console Yamaha, oui. Et puis avec le bouton, on est en train de bouger les objets, les sources, on Exactement. est en train de contrôler le logiciel. Et ça, comme vous vous en doutez, en live, c'est très appréciable de ne pas avoir besoin de faire des Donc on des n'est pas obligé allers-retours, d'aller sur son ordinateur et puis bouger la source. Ok. Et puis niveau modélisation, on connaît bien tous ces gros... Donc L-Acoustics a un logiciel de simulation. Oui. Ça se passe comment? Ils ont un autre logiciel pour ELISA ou on est toujours dans SoundVision? Donc oui, il y a une extension qui existe au logiciel SoundVision, qui est leur logiciel, on va dire, de prédiction acoustique qui permet le design système. Et en fait, qui nous permet de voir quel rendu on va avoir de spatialisation. Et là où ils ont fait les choses bien, c'est que si ça fonctionne dans SoundVision, ça fonctionnera en vrai. Et on peut voir ici sur l'exemple qu'on est à plus de 90% justement de zones spatialisées. C'est la zone en vert qu'on voit sur l'écran. De quoi faire rêver plus d'un technicien de système. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. En tout cas, c'est un compromis au niveau système qui est vraiment génial par rapport au compromis habituel qu'on a l'habitude de faire en tant qu'ingénieur système. Donc ça fait partie des outils pro. Et puis, ils ont aussi un truc à l'acoustique qui est assez unique, c'est ELISA Studio. On peut le faire de chez soi. Oui. Avec un logiciel sans acheter la boîte là. Parce Exactement. On l'a pas dit, ça c'est cher, c'est lourd. Ouais. Enfin c'est lourd, c'est relativement compact, mais on peut pas tous savoir ça. Mais alors du coup, si on peut le faire chez soi, pourquoi on n'a pas ELISA Studio en live? Pourquoi on n'a pas que ça? Alors on a ELISA Studio qui permet de faire un travail de pré-production, de création et même de mixage. Le problème de Donc c'est l'ordi qui fait le calcul. Hein. Exactement. Voilà. On travaille avec un logiciel qui fait office de processeur virtuel. Le problème de ça, c'est la latence. C'est-à-dire que avec le processeur virtuel, on est de l'ordre de la seconde de latence, je pense. Beaucoup trop pour pouvoir faire du live. Par contre, c'est gratuit et ça permet d'aller jusqu'à 16 sorties. Ok. Donc du coup, on met quoi? On met soit plein d'enceintes autour de soi, de n'importe quelle marque. On peut mettre l'acoustique, d'autres. Et puis on peut aussi mettre ses écouteurs? C'est ça. Il y a une fonction binaurale qui permet de travailler au casque. Par exemple, si vous savez que vous allez être accueilli sur un système ELISA pour un show, vous pouvez déjà faire tout un travail de pré-positionnement des sources, de nommer les sources, etc., de se familiariser avec le logiciel de manière gratuite chez vous au casque. Ok, donc il n'y a pas de raison en fait de ne pas se mettre au ELISA là? Non. Ok, on va se plonger encore un peu plus dans les démos, on va voir à quel point c'est fun et facile. Je vais vous montrer l'outil principal, c'est-à-dire ELISA Controller, voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait du mixage objet, etc. Allez, on va regarder ça. Alors voilà le logiciel ELISA Controller, en fait, qui permet de faire tout le travail et d'envoyer les données au processeur qui, lui, ensuite fait le calcul. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On doit rentrer, comme vous le voyez ici, la position de chaque point de diffusion. Donc ça, c'est les enceintes autour de nous? Ça, c'est toutes les enceintes qu'il y a ici dans notre auditorium. Okay. Donc, on a 7 X8 devant, un point central de sub, constitué de 4 Siva sub. On a 7 5XT en surround et 6 enceintes d'élévation au plafond. Donc, dès le moment qu'il connaît la position des enceintes et la position, on va dire, du centre de tout ça, il nous sort un panorama sonore qui est ici, où chaque ligne, c'est un point de diffusion sonore. Donc, vous voyez, là, je suis au centre. Quand je suis au centre, on va être envoyé que dans la X8 du centre. Donc ça peut être le chanteur, le guitariste, etc. Exactement. Ensuite, on voit ici les surrounds et ici au centre. Mais c'est quoi en gris alors? Pourquoi je vois des zones grises, des zones blanches? Ça, c'est le panorama sonore. C'est-à-dire que tant qu'on est sur le panorama sonore... Ah ok. Mais si on rajoutait des enceintes, on pourrait agrandir ce panorama? Bien sûr. C'est juste que là, on ne peut pas le mettre pile à 9h. Là, on ne peut pas le mettre à 9h parce que on n'a peut-être pas assez d'enceintes. C'est-à-dire que là on aura, si on place une source ici, on n'aura pas cette pureté de phase, on aura le signal qui sera en partie ici et en partie ici. Ok, donc l'acoustique, il t'empêche de faire ça parce qu'il juge que ce ne sera pas trop vraisemblable. Exactement. Ça va pas.
ils nous disent qu'à cet endroit-là, on ne peut pas avoir une source pure. Ce sera à cheval sur plusieurs systèmes. Ok. Donc je vous propose d'écouter et je vais vous montrer un peu les outils qu'on a à disposition en ELISA pour mixer. On va commencer avec une voix seule et je vais vous montrer un peu les outils qu'on a à notre disposition pour faire du mixage objet. I'll be whispering in the wind. Alors voilà notre voix qui est le point So ici, au centre. you can guide me On voit home. qu'ici on n'est que au centre et si on se déplace, I'll be walking on the eh ben, on earth se déplace just to dans notre système. find my way to you. I'll be coming home to you across the world if I have to. Voilà pour le pan. I'll be coming Après il y a un home facteur distance qui est très to intéressant, you. qui recrée en fait la physique, c'est-à-dire que quand on To hold s'éloigne, you in my arms, home. on va perdre progressivement du gain. Et on va rentrer progressivement dans une réverb qui est commune à toutes les sources. C'est la même reverb pour tous les systèmes ELISA ou on la règle? Alors c'est une réverb réglable, mais elle est commune à toutes les sources dans Ok. cette session. Ça recrée en fait une pièce virtuelle. Ok. Et si je veux une pièce complètement dingue, je peux? Au niveau des paramètres, on a tous les paramètres qu'on a dans une reverb classique, c'est-à-dire pré-délai, taille, diffusion, enfin... Et donc si je suis dans une SMAC, j'ai le droit de faire une cathédrale? Oui, bien sûr. Ok. Généralement, on essaye de faire une pièce qui ressemble plus à, on va dire, au niveau taille, etc., à la salle dans laquelle on mixe. Parce qu'au niveau psychoacoustique, ce sera plus naturel pour les gens, forcément, de l'audience. Donc voilà pour le facteur distance, qui en fait assez naturellement recrée ce qu'on a l'habitude dans la vie de tous les jours et la physique telle qu'on la connaît. I'll be whispering in the Il y a le wind, facteur width, so you qui en fait permet can guide me home. de répartir l'énergie sur plusieurs arrêts. I'll be walking on the earth. Ça, ce facteur width peut être intéressant, par exemple, si on a un petit système de diffusion pour des sources qui ont besoin de beaucoup de SPL, je pense notamment aux basses ou ce genre de choses. Comme ça, on profite de plusieurs enceintes. Ça permet de répartir l'énergie sur C'est plusieurs. vrai que j'ai pas pensé parce que on a mis 5 grappes devant nous. Ouais, On peut en profiter et profiter de cette puissance, baisser la distorsion, augmenter le... exactement. Et il faut savoir aussi que généralement, pour simplifier les déploiements ELISA, on baisse d'une taille de haut-parleur. C'est-à-dire que si vous avez un système K2, on va plutôt utiliser du Cara 2. Donc là où on aurait mis 2 bananes de K2, on va mettre 5 bananes de K3. K3 par exemple, ou Cara même. Parce que c'est vrai qu'on a moins de choses dans cette banane au final, vu que tout est un peu réparti. Donc voilà, il y a un travail de répartition du SPL qui est fait et qu'on peut, avec des outils comme ça, gérer au mieux. Ok. Alors une autre chose qu'on a, c'est ici on a la chance d'avoir des enceintes, des 5XT au plafond, et c'est l'élévation. Donc l'élévation, ça va nous permettre de placer une source plus ou moins haut dans notre panorama ici, qui comprend l'élévation, c'est-à-dire le plomb qu'on a au plafond. Et si on déplace notre I'll source, be whispering in the wind, so you can guide me home. on peut être plus ou moins haut I'll be walking on the earth et redescendre. just to find my way to you. I'll be coming home. Donc voilà pour les outils en fait qu'on a à disposition. Donc pour faire du mixage objet, on voit que chaque source devient un objet qu'on peut placer librement dans l'espace comme on veut. Et je vais vous faire écouter un peu la différence entre un mix stéréo et un vrai mixage objet. Donc on est toujours en frontal là, c'est-à-dire qu'on n'a rien encore dans les surrounds et dans les élévations pour cet exemple-là. Mais ça montre déjà les grandes lignes, on va dire, du mixage objet. Alors, je vous propose de commencer en stéréo. I'll be sailing on the sea
nous fais une petite démo sur le côté, je me mets sur le côté, Ouais. et on va expérimenter l'expérience publique classique, Ouais. où on Ça est marche. un peu à côté, dans la fosse. Alors on refait la même chose. Donc on le rappelle, hein, ça c'est 82% du public. I'll be sailing on the sea if you hide behind a wave. I will set myself on fire just for you to see brightness in the dark. I'll be coming home to you. Across the world if I have to. I'll be coming home to you. To hold you in my arms. Home. Oh, 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 Waouh, incroyable. Moi, ce que j'ai entendu, c'est... Enfin, ce que j'ai entendu, ce que j'entendais pas avec la stéréo, c'est les background vocals, quoi, Ouais. le doublage Ouais. disparu. Alors que là, on a vraiment cette séparation des sources dont on parlait avant, qui Ouais. est assez claire. Encore une fois, la voix beaucoup plus définie. Ouais. Et là, encore une fois, on n'est que sur du frontal. C'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on aurait avec un système en live frontal Ouais. ELISA. Trop bien, incroyable. Et au niveau, avec surround et élévation, j'ai envie de dire l'imagination est la limite. C'est-à-dire qu'il y a des artistes notamment qui font de l'électro, qui utilisent ça pour créer des pièces dédiées à être diffusées sur ce genre de système et qui font des lives complètement incroyables avec des sons qui tournent, qui montent, etc. C'est vrai qu'il y a encore toute une culture de l'audio à créer, quoi, comme Ouais. quand on est passé au stéréo. Ouais. Donc ouais, moi ce qui est incroyable, ce que j'ai entendu, c'est pas forcément Disneyland derrière moi, quoi. C'est pas forcément les montagnes russes avec des trucs qui tournent autour de moi. Non. Mais l'espace, il est plus vraisemblable. Est-ce que là, on avait des petites... Il y avait donc un peu à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Non, On a là, de la on était reverb, que typiquement en frontal ici. Ok, Alors, il y a un d'accord. peu de reverb qu'on appelle la room engine, la reverb Ouais. de ELISA. Mais il n'y a pas d'envoi de reverb derrière. C'est vraiment la reverb créée par ELISA, Exactement. qui est hyper subtile, comme une reverb de pièce. Exactement. Quoi. Ok. Mais si on veut, on peut envoyer des reverbs derrière, faire des trucs Bien sûr, un on peu peut plus faire ce qu'on créatifs. J'ai des Ok. exemples où on peut écouter avec vraiment du 360 des effets. Parce qu'il y a un générateur d'effets aussi, inclus à ELISA Controller, qui permet de faire tourner des sources, etc. Des effets comme ça. Tu veux faire un exemple avec du 360 justement Ouais. Allez.
Incroyable. Voilà, et ça me fait penser à un produit L-Acoustics qui va sortir très prochainement, qui s'appelle L-Acoustics DJ, et qui en fait utilise la puissance d'un processeur ELISA pour décomposer un mix stéréo en stem, qu'ensuite on peut placer dans un système ELISA, faire tourner des éléments, etc. Incroyable, parce que c'était un peu l'angle mort de l'audio spatialisé, c'est qu'on a toute une culture, on a presque 100 ans d'enregistrement en stéréo. Exactement. Mais là, du coup, avec ces décomposeurs de stem, on peut imaginer un futur où dans les clubs, on aura des DJ qui jouent des pistes à la base stéréo, mais en immersif, quoi. C'est-à-dire que dans un club, il suffit de rajouter des surrounds et puis le DJ peut ensuite, lui, envoyer des effets, faire tourner des sources, etc. Et puis il y a plein de clubs qui adorent mettre des enceintes derrière pour créer un peu d'immersion, avec les soucis que ça peut avoir, mais ça peut être agréable. Donc c'est trop bien. Et ce produit, alors du coup, c'est tout nouveau, c'est ça? Alors c'est tout nouveau, ça va sortir très prochainement, courant de l'année. Je ne sais pas de date exacte, mais ça va sortir. Trop bien, trop hâte, en tout cas, de tester ça. Et encore une fois, avec des latences très faibles pour du live. Et donc du coup, ici, c'est donc une salle de pré-prod, mais vous êtes une boîte de presta. Vous sortez vos systèmes et l'acoustique, vous faites vous-même ce ELISA. Ça vous arrive d'accueillir des ingé-sons qui n'ont jamais fait ça et qui s'y mettent pour la première fois. Alors c'est quoi la réaction d'un ingé-son qui a travaillé pendant des années et qui teste le ELISA pour la première fois? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors généralement les gens sont quand même convaincus. Après c'est sûr que ça leur change un petit peu leur workflow. Notamment on ne passe pas par un bus, des bus stéréo. Donc il y a beaucoup d'ingé-sons qui passent par beaucoup de bus, qui ont beaucoup de processing interne à des bus. Là c'est des direct out qui vont directement au processeur. Donc ça change un peu certaines choses, mais voilà, nous on les accompagne pour que ça se passe le mieux possible et généralement ça se passe très bien. Il faut savoir qu'on a aussi trouvé des solutions pour pouvoir accueillir toutes sortes de consoles avec toutes sortes de formats audio numériques, etc. pour adapter les choses le mieux possible. Et puis même si des ingé-sons utilisent beaucoup de bus, et en fait souvent on garde tout le processing qu'ils ont fait dans ces bus, et ces bus en fait deviennent des objets stéréo qu'on place dans l'espace. Ok, donc des fois tu as juste quelques objets stéréo, et c'est quand même cool d'avoir ça. Alors on perd un peu le côté reverb ultra réaliste du mixage objet pur. Par contre, en général, il y a déjà tout un travail qui a été fait justement avec des effets, des EQ, etc. pour avoir une certaine profondeur, et donc ça fonctionne très bien même en mixant avec des bus. C'est ça qui est trop bien, on peut commencer avec de la stéréo, puis petit à petit mettre des objets, etc. On peut petit à petit faire du ELISA de plus en plus basé sur les objets, Exactement. Et décomposer, etc. On peut y aller petit à petit. Bon, on a montré plein d'outils, ça a l'air facile comme ça, faut quand même se former un petit peu. Oui. Comment on fait ça alors? Si on est ingé, on va où? On va ici, on va à TMS. Alors nous, on organise ici on va dire des formations d'initiation pour les débutants qui permettent justement de présenter ELISA, qui est moins poussé que les formations L-Acoustics dédiées, qui sont des formations avancées chez L-Acoustics. Ici, on va accompagner les gens, présenter le système, montrer un peu les manières de fonctionner au niveau du mix, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Et puis voilà, accompagner les gens pour qu'ils aient en tout cas les bases en ELISA et surtout qu'ils puissent faire de la pratique. Parce que quand on fait des formations, on est beaucoup, on n'a pas forcément le temps, ce qui est normal de mixer pendant longtemps. Nous, on propose ça. C'est-à-dire on propose vraiment de pouvoir faire des sessions mix individuelles où les gens ils ont le temps et ils peuvent vraiment mixer des choses eux-mêmes avec leurs sources, etc. Et dans le coin, où est-ce qu'on va écouter des super concerts en ELISA? Il y a un festival, c'est ça que vous gérez? Il y a un festival qu'on a fait les 3 dernières éditions en ELISA, qui s'appelle le QI Jazz Festival. Et la scène du chapiteau, donc la grande scène, est en ELISA depuis 2023. Et voilà, pour nous, c'est un magnifique outil et manifestation pour promouvoir les systèmes ELISA, parce qu'on a vraiment énormément de retours positifs. En plus, le jazz se prête spécialement bien à ce genre de système ultra réaliste, où on a moins l'impression que c'est amplifié, une amplification beaucoup plus naturelle. C'est vraiment une super opportunité pour nous de pouvoir faire ce festival avec des systèmes ELISA. On se voit peut-être au QI Jazz Festival alors. Avec plaisir. À bientôt Ben. À bientôt.
Voilà, j'espère que ce reportage vous a plu. Je vous laisse 2 liens, un pour en savoir plus sur cet incroyable auditorium et puis un autre pour contacter TMS directement. Merci encore à TMS d'avoir permis ce reportage et je vous dis à très vite.